Mesdames et messieurs, donc j'adresse tout d'abord mes remerciements les plus chaleureux aux deux organisateurs de cette journée. Je suis absolument ravi, personnellement, d'avoir pu faire partie de cette petite expédition magie zoologique. C'est vraiment un plaisir. Et puis, je vais essayer de ne pas être trop bavard, ce qui est aussi un défaut typiquement français. Parmi les Fantastic Beasts sur lesquels nous sommes invités aujourd'hui à réfléchir, j'ai choisi l'exemple des peuples monstrueux des confins, qui certes ne sont pas tous des bêtes, mais qui n'en sont pas moins, pour certains d'entre eux, puissamment animalisés. Qu'il s'agisse d'individus ou de peuples entiers, les créatures monstrueuses hantent déjà les terres lointaines de l'Odyssée, tandis qu'Hésiode place lui aussi différents peuples monstrueux, dont les hémicunès, les demi-chiens, aux confins du monde. Ce sont mes textes 3 et 4 de mon exemplier. À partir du périple de Scylax de Carianda, un navigateur carien chargé par Darius Ier, dans le dernier quart du VIe siècle avant notre ère, d'une exploration qui devait le conduire de l'Indus jusqu'aux côtes de l'Arabie, l'Inde est devenue l'une des localisations privilégiées de ces peuples monstrueux. En vertu de transferts et de confusions qui ont été systématiquement étudiés par Pierre Schneider, certains de ces peuples ont également été localisés en Afrique. Plus généralement, la présence de tels peuples a fini par constituer un topos, souvent traité avec scepticisme ou ironie. Et là, je vous renvoie à mes textes 1 et 2. La monstruosité de ces peuples peut tenir soit à des caractéristiques anatomiques ou physiologiques aberrantes, soit au fait qu'il mêle les traits morphologiques ou anatomiques de l'homme avec ceux d'une autre espèce, aboutissant à une sorte de mixte, à un être à la double nature. Je me propose d'étudier deux peuples qui sont étroitement liés aux chiens, les cynocéphales, les hommes à tête de chien, et les cynamolgues, difficiles à prononcer, qui sont des trayeurs de chiennes. Cynocéphale en grec peut également renvoyer aux babouins, mais je laisserai complètement de côté cet aspect de la question. Dans l'étude de ces peuples monstrueux, ont d'abord prévalu des approches que je qualifierais d'historicisantes et de généalogiques. Historicisantes parce qu'on s'efforçait de mettre à jour un noyau de vérité historique derrière le voile de la fable. Généalogiques parce que l'on cherchait à assigner une origine précise à chacun des motifs. Ces approches, jugées excessivement positivistes, ont ensuite été quelque peu délaissées au profit d'une étude en synchronie des discours que tenaient les Grecs sur les peuples lointains. Dans la lignée des travaux de François Hartog et dans une perspective qu'on pourrait qualifier tout à la fois de structuraliste, d'anthropologique et de culturaliste, de nombreux travaux ont fait la part belle à tout ce qui relève de la projection sur les espaces des confins des catégories issues de la pensée des Grecs, une projection qui est censée se faire sur le mode de l'inversion pour produire une image en creux des normes et des valeurs des Grecs. Pour le dire autrement et pour introduire la notion à la mode d'identité, le détour par l'altérité est une façon d'interroger, de construire et de conforter une identité grecque distinctive. Je ne récuse nullement la validité de cette approche, qui est cependant quelque peu simplificatrice, en ce qu'elle constitue un très puissant instrument d'unification et d'homogénéisation d'éléments d'origine diverses, qui ne prennent pas toujours sens dans la culture d'arrivée, dans la culture réceptrice, malgré le travail d'appropriation auquel celle-ci se livre. Le risque est d'autre part de dissoudre complètement le référent, lorsqu'il existe un tel ou tel peuple des confins sur lequel on a pu recueillir des informations, au profit d'une construction culturelle autocentrée. Les cynocéphales et les cynamolgues devraient me permettre d'établir ces deux points. La façon dont les auteurs antiques présentent ces deux peuples est également un bon révélateur de leur attitude vis-à-vis des peuples monstrueux, entre rejet et acceptation mesurée. Je vais vous proposer un parcours rapide qui envisagera successivement Hérodote, Ctésias, Agatharchide, pour finir avec Pline.
Je commencerai par Hérodote, qui représente le filon sceptique. Hérodote est tout à fait enclin à accepter l'altérité la plus extrême dans le domaine culturel, dans le domaine des nomoi, mais il se refuse à accepter les anomalies anatomiques partagées par un peuple tout entier. Dans l'excursus du livre 3 qu'il consacre à l'Inde, il ne mentionne ni ne discute aucun des peuples monstrueux cités par Scyllax, mais des passages de son œuvre relative à d'autres régions ne laissent aucun doute sur son opinion. Il refuse de situer dans le nord de l'Europe des arimaspes n'ayant qu'un œil, c'est mon texte 5, ou de placer au terme de la route des steppes, après le pays des hommes chauves, des hommes aux pieds de chèvre, c'est mon texte 7. Pour lui, le comble de la sauvagerie est culturelle, c'est celle des androphages cannibales, c'est mon texte 6. Et au-delà des androphages cannibales, il n'y a pas de peuple monstrueux, il n'y a que des déserts sans population humaine. Il convient de s'arrêter un peu plus longuement sur mon texte 8, sur ce que dit Hérodote des confins de la Libye. Il y place non seulement une impressionnante faune, mais également des cynocéphales, des acéphales qui ont des yeux sur la poitrine, ainsi que des hommes et des femmes sauvages. Hérodote prend cependant bien soin de ne pas reprendre cette partie de l'énoncé à son compte, puisqu'il l'attribue aux Libyens et qu'il emploie comme terme récapitulatif Theria, qui rejette ces êtres hors de l'humanité. Il est probable qu'elles sont également rejetées hors de la réalité si l'on a raison de comprendre l'adjectif final, akatapseusta, comme une antiphrase ironique. Tout autre est la position de Ctésias, un grec originaire de Cnide, qui fut médecin à la cour du roi perse Artaxerxès II au tournant des 5e et 4e siècles, et qui rédigea à une date indéterminée un ouvrage aussi influent que controversé sur l'Inde. Comme Scyllax avant lui, Ctésias place aux confins du monde indien toute une série de peuples monstrueux. Dans le naufrage de l'œuvre de Ctésias, qui n'est connu que de façon indirecte et fragmentaire, les cynocéphales constituent un cas favorable, parce que c'est eux, avec les pygmées, qui reçoivent le traitement le plus détaillé de la part de notre source intermédiaire la plus importante, à savoir la bibliothèque du patriarche byzantin Photius. L'originalité de Ctésias, autant qu'on puisse en juger, est de présenter une image puissamment paradoxale, voire contradictoire de ce peuple, qui joint à une altérité morphologique extrême, une parfaite compatibilité avec le monde hautement civilisé des royaumes indiens. Alors, l'altérité morphologique, d'abord, elle affecte les parties cruciales de l'homme, la tête et puis les extrémités, mains et pieds. Les cynocéphales aboient et, pire encore, ils s'accouplent comme des bêtes. Tout cela les place du côté du chien. En même temps, ils font preuve de justice. Ils entretiennent des échanges réguliers avec les Indiens et avec leur roi. Ils utilisent des produits raffinés et ils s'intègrent même dans la suite du roi. Ces détails, comme l'a montré Klaus Kartunen, orientent l'attention vers les peuples forestiers du nord de l'Inde, qui étaient en étroite relation avec les royaumes des plaines. Cette idée a été reprise et systématisée par Susanna Migg dans un article récent, où elle a montré que la description de Ctésias était suffisamment riche en détails exploitables, notamment botaniques et zoologiques, je n'ai pas le temps de développer, pour permettre de localiser les cynocéphales et de les reconnaître dans un peuple du nord-est de l'Inde qui habite les contreforts himalayens dominant le bassin du Gange. C'est dire que ces descriptions de peuples monstrueux, loin de ne relever que de la légende ou de la projection fantasmatique, font référence à des peuples réels et transmettent des informations de bonne qualité, une fois acceptée la convention de la monstruosité anatomique, sur laquelle je voudrais revenir. La cynéphalie, le fait d'avoir une tête de chien, n'est pas un trait propre à la culture indienne ancienne, où elle n'est que faiblement attestée. Ce qui est indien, en revanche, c'est l'association étroite des peuples forestiers, des hors-castes, des chasseurs et des chiens.
La principale raison de cette association, c'est que tous ces êtres donnent la mort, sont en contact avec des corps morts et par conséquent ne respectent pas les règles de la pureté brahmanique. Donc tout cela les place du côté de l'impur. La conjonction de ces peuples et des chiens ne s'incarne que rarement dans des créatures hybrides. Mais dans la culture indienne, elle passe plutôt par la nourriture. On rencontre fréquemment dans les sources sanskrites des shvapakas. Alors les shvapakas, ce sont littéralement ceux qui font cuire, ceux qui cuisinent les chiens, c'est-à-dire des mangeurs de chiens. Ce qu'offre la description de Ctésias, c'est donc la rencontre entre une figure hybride d'homme à tête de chien, une figure qui, loin d'être spécifiquement indienne, est en fait pan-eurasiatique, et rencontre entre cette figure hybride et les peuples montagnards et forestiers de l'Inde, tels que les voyaient et les pensaient les Indiens des royaumes des plaines. Avant de quitter l'Inde et Ctésias, il me reste à examiner le cas des cynamolgues, les trayeurs de chiens, selon l'étymologie grecque de ce composé. Ils ne sont pas mentionnés par Photius à propos de Ctésias, mais par Élien de Préneste et par Pollux, qui renvoient tous les deux à Ctésias. Ce sont mes textes 9 et 10. Cette attribution a été mise en doute par Klaus Kartunen dans la mesure où une notice identique apparaît chez Agatharchide de Cnide à propos cette fois non de l'Inde, mais de l'Éthiopie. J'y reviendrai. Donc pour Klaus Kartunen, il y aurait eu une confusion entre deux auteurs originaires de Cnide, Ctésias de Cnide et Agatharchide de Cnide, qui aurait conduit à attribuer à Ctésias ce qui revenait en fait à Agatharchide. Dominique L'Enfant a montré qu'une telle confusion est peu vraisemblable pour au moins deux raisons. Élien est d'habitude fiable dans ses attributions et il est peu probable que la même erreur ait été faite de façon indépendante par deux auteurs indépendants, puisque Pollux et Élien ne racontent pas la même chose et ne dérivent pas de la même source. On peut apporter d'autres arguments en faveur de l'attribution à Ctésias et de l'ancrage indien de la notice relative aux cynamolgues. D'abord, les chiens. Les chiens constituent un argument en faveur de l'ancrage indien, car à la différence des chiens éthiopiens, qui apparaissent très peu dans nos sources, les chiens indiens jouissaient d'une grande renommée. Ils étaient déjà réputés dans le monde achéménide, ça c'est le témoignage d'Hérodote, et sans doute aussi déjà avant chez les Assyriens. Quant aux bœufs indiens, il ne faut pas forcément les identifier avec des troupeaux de grands migrateurs des savanes africaines. On peut proposer d'y reconnaître soit le buffle sauvage d'Asie, soit un autre bovidé indien, le gor. Certes, ces animaux ne se lancent pas dans des migrations au long cours, mais ils se déplacent pas mal à la saison des pluies, notamment lorsque la mousson d'été inonde les basses terres mal drainées et marécageuses du piémont himalayen qui constitue l'un de leurs biotopes favoris. Enfin et surtout, le motif étrange du lait de chien se comprend surtout dans un contexte indien. Le chien est certes une espèce parfois dévalorisée dans le monde grec, même si les choses sont complexes, mais il n'y est jamais question de lait de chienne. Sauf dans des cas très précis, à titre de médicament ou dans quelques cas d'allaitement interspécifique. Dans le monde grec, le chien, d'autre part, n'est pas opposé à une espèce laitière. Il n'y a pas de polarité chien, chèvre ou brebis. Le chien est un auxiliaire de la domestication laitière. La situation est différente en Inde, comme l'a rappelé David Gordon White dans un ouvrage important pour cette question. Dans le monde indien, védique et post-védique, il existe une très forte polarité qui oppose la vache et le chien. Et d'autre part, le lait de vache est un produit puissamment valorisé. Compte tenu de la polarité vache-chien et de la valorisation du lait de vache, eh bien, il reste une place symétrique pour le lait de chien.
Cette place a-t-elle été exploitée et occupée? David White répond par l'affirmative en montrant qu'il existe une variante du terme shvapaka, qui est shvapaka, qui peut être analysée en shvapaka, où pa signifie nourrir, allaiter. Et donc ça peut être aussi ceux qui ont été nourris, ceux qui ont été allaités par le chien. Aussi, l'étrange élevage laitier des Sinalmolg se comprend-il mieux dans un contexte culturel indien que grec, un contexte où les cynocéphales, un peuple chasseur des forêts et des montagnes, ont également toute leur place. La notrice pourrait ainsi être née de la rencontre entre des renseignements relatifs à des peuples de chasseurs et une appellation dénigrante, les fils des chiens, prise au pied de la lettre, ce qui a pour effet d'accentuer considérablement l'étrangeté des Sinamolg, ceux qui élèvent des chiens pour exploiter leur lait. Les sources grecques ont ensuite construit une cohérence factice sous la forme d'un partage saisonnier. Tantôt ils chassent, tantôt ils consomment le lait des chiens. C'est ainsi que le fait de chasser avec des chiens, qui pour un grec n'a rien de spécialement primitif, c'est au contraire la chasse dans les règles, la synégétique, chasser avec des chiens, est devenu, par le détour de l'exploitation laitière, le comble de l'altérité. Il nous reste à étudier le devenir éthiopien, africain de ces deux peuples, en commençant par l'autre auteur originaire de Cnide, Agatharchide, dont j'ai déjà parlé, qui écrivit dans le courant du IIe siècle avant notre ère un traité sur la mer Érythrée que nous connaissons de façon indirecte. Dans une section, Agatharchide y énumère les peuples qui vivent entre l'île de Méroé, c'est-à-dire la région délimitée par le Nil blanc et les deux affluents de sa rive droite, l'Atbara et le Nil bleu, et la mer Rouge, à la hauteur de Ptolémaïs-Théron, une fondation lagide. On entre en effet ici dans la zone de la savane, et le peuplement ne se concentre plus uniquement dans la vallée du Nil, comme plus au nord, mais on trouve des peuples tout du long. C'est également la première zone où les rois lagides pouvaient se procurer des éléphants, en passant soit par la voie nilotique et l'entreprise du royaume de Méroé, soit par la mer Rouge, une solution qu'ils ont privilégiée. Ils avaient un intérêt immédiat à connaître les zones allant de l'Atbara à la mer Rouge et les peuples qui l'habitaient, notamment les peuples chasseurs, puisqu'ils voulaient précisément se procurer des éléphants. Parmi ces peuples, les Sinamolg sont les plus méridionaux. Comme on l'a supposé depuis longtemps, les Sinalmolg ont sans doute fait l'objet d'un transfert de l'Inde vers l'Éthiopie, comme le suggère la dénomination de bœuf indien employée par Agatharchide. Ce sont les textes 12, 13 et 14 de mon exemplier. Si les transferts de l'Inde vers l'Éthiopie sont fréquents dans les sources grecques, ils n'en sont pas pour autant gratuits ni aléatoires. Pour transférer les Sinamolg de l'Inde vers l'Éthiopie, il fallait avoir une raison de le faire. Par exemple, du fait d'une similitude observable entre le mode de vie de tel peuple indien et celui de tel peuple africain. C'est sans doute ce qui s'est passé à propos des Sinamolg. La migration annuelle des bœufs indiens fait immédiatement, donc voilà pour la zone, fait immédiatement penser à la migration des gnous dans les plaines du sud-ouest du Kenya et de la Tanzanie. Mais il est peu probable que les connaissances géographiques de l'époque hellénistique se soient étendues aussi loin en direction du sud, puisque dans la zone concernée, on est entre le Soudan et l'Érythrée. Quant aux gnous, ils ne semblent pas jamais avoir été présents au Soudan ou dans la Corne de l'Afrique. Si l'on exclut le gnou, le meilleur candidat reste le redoutable buffle africain, qui pour sa part a bien été présent au Soudan et dans la Corne de l'Afrique. Grâce aux fouilles belges de Maal-Teglinos, Maal-Teglinos, c'est dans la région de Kassala, dans le Soudan oriental, on sait que le buffle était présent dans la partie orientale du Soudan, au moins jusqu'à la fin du 2e millénaire avant notre ère. On peut imaginer une présence au moins saisonnière lors de la saison estivale des pluies, qui peut être violente et qui peut occasionner des crues impressionnantes.
Donc présence du buste, là, lorsque l'eau reste présente, aussi longtemps que l'eau reste présente dans le fond des vallées, et qui peut correspondre à peu près à l'indication fournie par Agatharchide du solstice d'été au milieu de l'hiver. À titre d'hypothèse, on peut proposer de localiser les cynamolgues quelque part dans les basses plaines du Soudan oriental et d'y voir un groupe de chasseurs partageant du moins en partie leur territoire et leur biotope avec les éleveurs nomades, qui les appelaient de façon peu aimable les sauvages. Il est significatif que le peuple à la fois le plus lointain et le plus étrange mentionné par Agatharchide soit en relation étroite avec le chien, sans présenter pour autant des traits canins comme les cynocéphales. C'est dire qu'Agatharchide, sur ce point comme sur d'autres, se situe dans la lignée d'Hérodote et non dans celle de Scylax ou de Ctésias. Les confins du monde méridional ne sont pas peuplés de créatures hybrides mi-homme, mi-animal, et l'altérité n'y est qu'alimentaire, sans revêtir la forme extrême du cannibalisme, comme chez Hérodote. Et chez Agatharchide, les cynocéphales ne sont que des singes. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps ou pas. 2 minutes. Alors, un demi-mot sur Pline. Vous regarderez les textes 15, on retrouve les cynamolgues et les cynocéphales, mais sous une forme totalement brouillée. Je vous laisse le découvrir et j'en viens tout de suite à ma conclusion, pour ne pas être trop long. Les cynamolgues et les cynocéphales sont 2 peuples qui peuvent être soumis à une analyse en termes d'inversion de la norme grecque. Ça, c'était mon point de départ. Ce sont des peuples qui représentent un très grand écart par rapport aux manières grecques de se conduire et de subvenir à ses besoins. Un écart qui se marque notamment, dans les 2 cas, par une trop grande proximité, une trop grande collusion avec le chien. On a d'un côté des hommes qui ressemblent trop à des chiens, et puis de l'autre, des hommes qui aiment trop les chiens ou qui plutôt vivent dans une dépendance excessive vis-à-vis des chiens. Pour les Grecs, le pacte qui les lie aux chiens est un pacte de nourriture. Je te nourris, tu m'obéis. Le pacte qui les lie au bétail est un pacte de protection. Tu me nourris, je te protège. Dans le cas des cynamolgues, c'est tu me nourris et tu me protèges. La culture grecque, cependant, n'est pas la seule clé d'interprétation. Certains éléments, certains aspects ne prennent sens que dans le cadre de la culture de départ, c'est ce que j'ai essayé de montrer, et d'autre part, les malentendus jouent également un rôle, une épithète dénigrante prise au pied de la lettre. En outre, il ne faut pas y voir simplement un effort de la culture grecque pour se comprendre elle-même au miroir des peuples lointains, mais on peut y voir aussi un témoignage de la curiosité des Grecs, ou du moins de certains d'entre eux, vis-à-vis des peuples lointains, une curiosité authentique qui n'est pas toujours désintéressée, mais qui peut aussi être motivée par les ressources de ces peuples lointains, ici en l'occurrence les éléphants. Ces notices constituent également des jalons de l'élargissement des connaissances géographiques. Connaissances obtenues par l'intermédiaire de la Perse et des royaumes des plaines de l'Inde du Nord, pour ce qui est des notices indiennes de Ctésias, connaissances obtenues par l'intermédiaire de Méroé et des peuples pasteurs du rivage de la mer Rouge, les fameux troglodytes, dans le cas d'Agatharchide. Tout ça pour vous dire que les Fantastic Beasts ne sont pas toujours si fantastiques que cela. Elles ont parfois été rendues telles par des transferts culturels extrêmement compliqués. Voilà, je vous remercie pour votre attention.